Bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous avons vu comment sont structurés les atomes et comment on aborde leur étude avec l'hypothèse du champ central. Un des points importants qui reste donc à résoudre, c'est comment déterminer ce potentiel V de R qui permet de calculer les propriétés d'un atome donné. Pour cela, il existe essentiellement deux méthodes. Alors, il y a d'abord la méthode de Thomas Fermi. C'est un modèle statistique. Donc, il aborde l'ensemble des électrons se déplaçant autour de l'atome de manière statistique. On fait l'hypothèse que le potentiel VR varie très peu sur une distance de l'ordre de la longueur d'onde d'un électron. Ce qui permet d'envisager une zone où on a plusieurs électrons et où le potentiel est quasiment constant. À température ambiante, l'énergie thermique kT est très petite devant le potentiel. À température ambiante, les atomes ne sont pas dans des états excités et encore moins ionisés par simple effet de l'énergie thermique. Et donc, on peut voir la structure comme un ensemble d'électrons obéissant à la statistique de Fermi-Dirac et où les électrons remplissent les couches d'énergie une par une, comme nous l'avons vu pour le tableau périodique. Un petit calcul permet de déterminer que le nombre d'états dans une boîte de taille L, le nombre d'électrons ayant une impulsion inférieure ou égale à P0 est donné par P0 cube L cube sur 3 pi carré H bar cube. Je vous fais grâce de ce petit calcul. Donc, on peut déterminer ainsi que par unité de volume, le nombre d'électrons ayant une énergie cinétique qui est inférieure à P0 carré sur 2m est donné par P0 cube sur 3 pi carré H bar cube. À une distance R du noyau, une distance R donnée du noyau, on a un potentiel VR, et ce qu'on peut dire, c'est que l'énergie cinétique des électrons doit être inférieure à moins V de R. Alors pourquoi ? Parce que V de R, c'est le potentiel, c'est l'énergie de liaison des électrons dans l'atome. Si leur énergie cinétique est plus grande, ces électrons vont simplement s'évader, s'échapper de l'atome. Si ces électrons restent liés, c'est que leur énergie cinétique est plus faible que l'énergie potentielle de liaison électrostatique. Ce qui permet de calculer une densité d'électrons par unité de volume qui est donnée par racine carrée de moins 2 mv divisé par 2 pi carré h bar au cube. Ceci nous donne une première équation. La densité d'électrons moyenne en un point en fonction du potentiel. On a une autre équation qui est donnée par les lois de l'électrostatique et qui permet de calculer le potentiel V à partir de la densité d'électrons, puisque le potentiel est dû au noyau et aux électrons de l'atome. Et cette loi, cette équation, c'est la loi de Poisson. On a donc deux équations pour deux grandeurs
N et V. Et on a donc tout ce qu'il faut pour les calculer. Il faut tenir compte aussi des conditions aux limites. Lorsque le R tend vers 0, on a collé au noyau et le potentiel tend vers moins Z E carré sur R. Et quand on est loin du noyau, le potentiel tend vers 0. Alors attention, c'est différent de ce que nous avions vu avec l'approche du potentiel central. Ici, on parle du potentiel produit non pas par tous les électrons moins 1, mais du potentiel produit par tous les électrons. À partir de là, on peut faire les calculs. Alors, les équations ne sont pas solubles directement. Bush et Caldwell ont effectué les calculs sur ordinateur. Les résultats sont maintenant disponibles sous forme de tables numériques qui peuvent servir en physique atomique. Les équations que l'on obtient ici permettent de montrer que le rayon d'un atome est grosso modo comme Z exposant 1 sur Z exposant 1 tiers. Et on peut vérifier aussi que l'approximation, notamment cette histoire de longueur d'onde, est d'autant meilleure que Z est grand, ce qui est logique pour une approche statistique. Voilà pour le principe du modèle de Thomas et Fermi. L'autre approche, c'est le modèle de Hartree. Alors, le modèle de Hartree est aussi appelé modèle des champs autoconsistants. Elle consiste à dire que chaque électron obéit à une certaine fonction d'onde, UK, électron numéro K, et que celui-ci va être décrit par l'équation de Schrödinger pour un potentiel produit par le noyau et les autres électrons, c'est-à-dire une densité d'électrons donnée par la probabilité de présence U carré de la fonction d'onde fois la charge des électrons, ce qui donne une densité de charge répartie qui permet de calculer un potentiel et d'obtenir l'équation de Schrödinger. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de champ autoconsistant? Mais parce que on a une équation par électron, donc Z équation, et chaque équation donne la fonction d'onde, et ces équations dépendent des fonctions d'onde de tous les autres électrons. C'est donc que si toutes les fonctions d'onde s'accordent bien entre elles, que le système donne une solution. On dit que les champs sont autoconsistants les uns avec les autres. Ces équations que l'on obtient ne sont pas simples. Ce sont des équations dites intégro-différentielles. Elles sont assez costaudes. Et il est exclu de les résoudre de manière analytique. Et Hartree a utilisé une méthode d'approximation successive. Donc, il a pris un certain nombre de fonctions UK de R plausibles et les a utilisées pour résoudre les équations. À partir de là, il a obtenu de nouvelles fonctions, meilleures, plus précises. Il les a à nouveau réinjectées dans ces équations, a obtenu des fonctions nouvelles en faisant les calculs encore plus précises, etc. C'est la méthode des approximations successives. Jusqu'à obtenir la précision voulue. Notons que, outre l'approximation de champ central, l'approximation principale faite ici par Hartree est qu'on peut considérer indépendamment les fonctions d'onde de chaque électron. Et donc, la fonction d'onde globale est de la forme U1 de R fois U2 de R fois, etc., jusqu'à UZ de R.
on dit que la fonction d'onde se factorise. Ce n'est pas nécessairement vrai. On peut avoir des états intriqués, des états où les deux électrons ont des états qui dépendent l'un de l'autre, auquel cas on a une fonction plus compliquée qui dépend de la position de chaque électron. Et de manière générale, nous en avions déjà parlé, ça ne peut pas se réduire à un simple produit de fonctions. Donc ça, c'est une hypothèse simplificatrice. On peut montrer, par des calculs un peu lourds, que la méthode de Hartree est totalement équivalente à la méthode des variations que nous avons vues, et où on utilise comme fonction test une fonction d'onde de cette forme-là. Voilà donc pour les deux modèles qui sont employés pour décrire des atomes un peu complexes. Ceci dans l'approximation du champ central. Il faut ensuite apporter des corrections. L'approximation du champ central néglige deux choses. D'une part, elle néglige les interactions directes entre deux électrons. Elle considère qu'un électron se propage dans un champ moyen dû à l'ensemble des autres électrons. Mais elle ne considère pas les interactions individuelles entre électrons. L'autre approximation, moins flagrante, c'est ce qu'on appelle l'interaction spin-orbite. Donc les électrons ont un certain mouvement dans l'atome avec un certain moment orbital. De même qu'ils ont un spin. Les deux correspondent à à un moment magnétique, et ces deux moments magnétiques peuvent interagir. C'est ce qu'on appelle l'interaction spin-orbite. Pour un électron numéro K, cela prend la forme LK, l'opérateur moment angulaire orbital, fois SK, fois une certaine fonction xi que l'on peut calculer en utilisant le potentiel V de R. Je vous fais grâce de ces détails de calcul. On a ainsi des termes supplémentaires dans l'hamiltonien qu'on peut utiliser pour améliorer les résultats des calculs. C'est aussi à ce stade qu'on va faire une amélioration dont nous avons très peu parlé. C'est le fait que les électrons sont des fermions. Ils obéissent à la statistique de Fermi-Dirac. La fonction d'onde doit être antisymétrique lors de l'échange de deux électrons. On doit avoir un changement de signe de la fonction d'onde. Nous avons déjà vu ce genre de choses. Dans ce cas-là, on fait en général une combinaison des différentes solutions de façon à sélectionner toutes les solutions antisymétriques. C'est donc aussi à ce stade qu'on fait ce genre d'opération. Alors voilà pour la théorie générale utilisée pour aborder les atomes de structure un peu complexes. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons d'un peu plus près certaines propriétés des atomes et nous verrons plus en détail les propriétés de chaque atome séparément. Je vous remercie.